Bonjour tout le monde. J'ai libéré les micros, vos micros. Si vous m'entendez, vous pouvez me le dire s'il vous plaît, pour pouvoir commencer. Oui, docteur. Ok, bonjour. S'il vous plaît, je vous demande. Bonjour. Bonjour tout le monde. S'il vous plaît, je vous demande de bien vouloir désactiver vos micros. Et à la fin de chaque paragraphe, on va s'arrêter pour essayer de répondre à vos questions. En tout cas, d'un passage à un autre, d'un chapitre à un autre, je vais vous demander de poser vos questions et on répondra par la suite. Désolé pour ce petit changement de programme. Excusez-moi, mais mes engagements hospitaliers font que le cours n'a pas pu être fait à 13 heures. Nous allons voir, Inch'Allah, aujourd'hui, ensemble, les violences sexuelles. Est-ce que vous voyez là mon PowerPoint? Oui, docteur. Ok, Oui, docteur. ok, parfait. Donc, on aura 40 minutes pour essayer d'étudier cette forme de violence. En effet, on a mis en ligne le cours, il est à votre disposition dans la plateforme e-learning. Je suppose que vous avez déjà lu ce cours, donc on ne va pas s'attarder sur tous les aspects, mais par contre, je dois quand même m'attarder sur la définition des différentes formes de violence sexuelle. Je m'attarderai également sur les complications et les séquelles des différentes formes de violence sexuelle que tout médecin, généraliste ou autre, que tout omnipraticien doit connaître et doit dépister. Et enfin, je vais essayer de vous expliquer les différentes étapes de la prise en charge médico-légale. Donc, pour atteindre ces objectifs que tout omnipraticien et que tout étudiant doit être en mesure de les faire, on va commencer par une définition. D'abord, on doit définir la violence sexuelle. La violence sexuelle n'est pas définie sur le plan juridique. Bien sûr que sur le plan juridique, on parle de la juridiction algérienne. Donc, le code pénal algérien n'a pas défini la violence sexuelle. Par contre, l'Organisation mondiale de la santé a défini, dans son rapport mondial sur la violence et la santé de 2002, a défini la violence sexuelle comme étant tout acte sexuel, tentative pour obtenir un acte sexuel, commentaire ou avance de nature sexuelle ou acte visant un trafic ou autrement dirigé contre la sexualité d'une personne, utilisant la coercition. Bien sûr, commis par une personne, quelle que soit indépendamment de sa relation avec la victime. Ce qui ressort de cette définition sont deux mots-clés, si vous voulez. D'abord, il s'agit d'un acte à caractère sexuel. Un acte, ça veut dire soit un acte physique proprement dit, ou plutôt des offenses, des propos, des gestes, etc. Et surtout, sont commis par une personne en utilisant la coercition. La coercition, ça sous-entend le non-consentement de la victime. Ceci peut traduire par plusieurs situations. D'abord, on n'est pas consentant parce que l'auteur a eu recours à la force. La force, elle peut être une force verbale comme elle peut être une force physique. Il y a aussi l'intimidation psychologique. Il y a également le chantage, notamment quand l'agression sexuelle se produit dans un cadre reliant un responsable avec son employé. Il y a aussi actuellement le chantage quand l'agresseur menace sa victime en lui disant si jamais vous portez plainte, je publie la vidéo ou les photos sur le Facebook ou sur les réseaux sociaux. On a aussi les menaces, les menaces peuvent être verbales, mais en général, l'auteur utilise une arme.
L'arme, elle peut être une arme blanche, elle peut être du gaz lacrymogène, elle peut être même une arme à feu. Également, on n'est pas consentant parce qu'on est incapable. On est incapable de donner son consentement. Et quand est-ce qu'on est incapable? C'est parce qu'on est mineur, ou là on est ivre, ou là on est inconscient. Ce sont trois situations où le sujet ne peut pas émettre son consentement. La minorité, l'ivresse et l'inconscience. Vous avez des questions? Des questions? Non, c'est clair, docteur. Ok. N'hésitez pas à m'interrompre, s'il vous plaît, si vous avez des questions. Toujours dans les définitions, il faut savoir que la forme la plus grave, que ce soit sur le plan médical, psychologique ou judiciaire de ces formes de violence sexuelle, est le viol. En Algérie, il existe un vide juridique terrible en matière de définition de viol. Le viol n'est pas défini par le code pénal algérien, mais par contre, il est qualifié de crime par l'article 336 du code pénal algérien. Mais par contre, il y a la jurisprudence. La jurisprudence, c'est l'ijtihad. La jurisprudence algérienne permet de caractériser le viol comme étant tout coït pratiqué sur une femme non consentante ou incapable de consentement, avec toujours intromission de la verge en érection dans la cavité vaginale. Donc, il faut qu'il y ait un couple agresseur-victime de sexe différent. La victime doit être de sexe féminin et il faut qu'il y ait une pénétration pénienne vaginale. Si vous jetez un coup d'œil sur le cours qui a été mis en ligne, vous allez voir la définition de l'OMS du viol. L'OMS, quand elle parle de viol, elle parle de tout type de pénétration, de quelque nature qu'elle soit, c'est-à-dire une pénétration pénienne anale, ou la digitale, ou la buccale, ou la vaginale, pénienne digitale vaginale, digitale anale, digitale buccale, ceci est considéré comme viol. Même à l'aide d'un objet, une pénétration par un objet quelconque, de quelque nature qu'il soit, est considéré comme viol. En fait, il y a un but juridique. Les experts ont formulé plusieurs écrits aux autorités judiciaires, notamment le ministère de la Justice, qui sont en train d'étudier, de revoir plutôt le chapitre dédié aux violences sexuelles pour essayer de définir, de donner une définition plus globale du viol. Une autre forme de violence sexuelle qui est l'attentat à la pudeur. Cette forme trouve sa définition dans les articles 334 et 335 du Code pénal algérien. Elle comporte tout type d'attouchement exécuté sur les parties génitales, soit avec les mains, soit avec la verge, soit avec la bouche. Tout type d'attouchement est considéré comme attentat à la pudeur. Et également, il comporte aussi tout acte impudique autre que le viol. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout acte de pénétration anale, même les pratiques homosexuelles. Ça, c'est pour l'attentat à la pudeur. Bien sûr, vous trouvez et la définition d'une manière détaillée et les sanctions pénales dans les articles 334 et 335 du Code pénal algérien. La troisième forme des violences sexuelles, définie par le législateur algérien dans ses articles 333 et 333 bis, c'est l'outrage public à la pudeur. On peut lire la définition ensemble. Il s'agit d'un acte, un fait, un geste ou une attitude à caractère sexuel commis volontairement ou involontairement à distance et surtout en public. Deux termes clés, deux mots-clés, à distance et en public, sur la personne elle-même ou sur une personne du même ou de l'autre sexe, de nature à offenser la pudeur ou à causer un scandale. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Un acte, un fait ou un geste à caractère sexuel commis en public et à distance. Mais l'essentiel, qu'il ait été commis en public. Donc, il a pu frapper le regard des autres. Vous pouvez me donner un exemple? Les attouchements dans les transports en commun. Comment? Approchez-vous au micro, s'il vous plaît. Vous n'avez pas d'exemple? Vous m'entendez plus, je pense.
Les agressions dans les lieux publics. C'est-à-dire agression dans les lieux publics. Agression verbale. Agression, là, on n'est plus dans l'outrage public. Là, il s'agit Les d'actes attouchements dans commis sur les, la dans personne les... elle-même ou sur une personne. C'est un acte, ce n'est pas une agression. Je vous Les donnerai attouchements dans l'exemple les, de quelqu'un qui pisse dans la rue, par exemple. Il pisse dans la rue, ça sous-entend, il va mettre à nu ses parties intimes. La rue est considérée comme un endroit public. Donc, le fait de pisser, ça va frapper le regard des autres. Là, c'est considéré comme un outrage public à la pudeur. Quelqu'un un schizophrène, quelqu'un qui ne jouit pas de ses capacités intellectuelles, il se met nu, pardon, et commence à courir dans la rue. Le fait de mettre en évidence ses organes intimes, ses organes génitaux externes, là, ça va créer un scandale. Et ça a touché le regard des autres. On est dans l'outrage public à la pudeur. Même une relation sexuelle, une relation sexuelle faite au sein du couple légal, marié et femme, épouse et époux. Donc, une relation sexuelle dans un couple légal, mais ayant pu frapper le regard des autres. Quelqu'un qui fait une relation avec sa femme dans sa maison, dans sa chambre, mais les fenêtres ouvertes. Si quelqu'un peut voir cette relation, là, le couple peut être puni pour outrage public à la pudeur. Vous voyez? On passe maintenant aux complications. Il faut savoir que les violences sexuelles constituent une forme de violence très grave sur plusieurs plans, mais notamment sur le plan psychologique. Ces formes de violence entraînent des complications à court, à moyen et à long terme, qui peuvent se constituer et peuvent laisser des séquelles. Sur le plan psychologique, on part du principe que la violence sexuelle est un traumatisme psychologique déshumanisant. La quasi-totalité des victimes présentent des complications psychologiques. En général, il s'agit de syndrome anxio-dépressif, représenté par plusieurs signes. Notamment, vous avez les troubles du sommeil, les troubles de l'appétit, les troubles de la mémoire, de l'attention, de la concentration, les troubles des conduites alimentaires, asthénie, troubles du sommeil, etc. On a également, toujours dans le retentissement psychologique, on a une entité médico-légale qui a une connotation médico-légale, c'est le syndrome de stress post-traumatique. Il est fréquent. Il est précédé par le choc réactionnel aigu. Ce choc évolue dans le temps vers un syndrome de stress post-traumatique qui doit être dépisté. Et vous avez également tout ce qui est tentative de suicide, la modification profonde de l'image du corps, etc. Et j'en passe. Toujours dans les complications immédiates, à court terme, on a les traumatismes physiques directs. Ce sont des conséquences liées à l'acte lui-même ou à la violence physique surajoutée. Donc, il s'agit de lésions, soit génitales ou extragénitales, qui nécessitent une prise en charge parfois pluridisciplinaire et spécialisée, notamment quand la victime est mineure. On a assisté à des lésions délabrantes importantes, telles une rupture de la cloison recto-vaginale, voire des lacérations importantes vaginales, anales, périnéennes, nécessitant des actes de chirurgie spécialisés. Toujours dans les complications immédiates, on a la grossesse, d'où l'intérêt de dépister une grossesse chez la femme violée en âge de procréer. Les infections sexuellement transmissibles sont très fréquentes, notamment la gonococcie, les infections à chlamydia et aussi la syphilis et l'infection à HIV et j'en passe. Toutes les IST en sont citées dans le cours. Également, comme la somatisation, ce sont des complications à long terme. Dans la littérature, on rapporte plusieurs troubles fonctionnels liés à une histoire de violence sexuelle dans le passé. On parle de troubles digestifs, gastro-intestinaux, troubles métaboliques, troubles endocriniens, troubles cardiovasculaires et j'en passe. Et enfin, toujours dans les séquelles tardives, on a l'exclusion sociale. L'exclusion sociale parce que
on vit tous en Algérie. Il y a un contexte socioculturel qui fait que ces victimes ne sont pas acceptées par leur famille, par la société. On va les montrer du doigt. La victime, elle va se sentir visée là où elle part, et du coup, elle va s'exclure de cette société elle va s'isoler et se trouvant seule, d'où l'intérêt d'une prise en charge sociale et psychologique à côté de la prise en charge médico-légale. Vous avez des questions avant d'entamer le chapitre prise en charge médico-légale? Non. Non. C'est clair. Merci. Bon, il faut savoir que dans la prise en charge médico-légale, en fait, je vais vous proposer un protocole. Ce protocole comporte plusieurs étapes. Vous avez l'accueil comme première étape, l'étape la plus importante. Vous avez après l'entretien. Ce n'est pas un interrogatoire, hein. On n'est pas des flics, hein. C'est plus un entretien. Après, on a un examen médical, bien sûr, physique, somatique, gynécologique, proctologique et psychologique. Après, on a les examens complémentaires devant être effectués. Après, on a la prescription médicamenteuse et enfin la rédaction du rapport médico-légal. Je vais essayer d'expliquer chaque étape. La première étape est l'accueil. Il faut savoir, avant de parler de l'accueil, que la violence, une victime de violence sexuelle, une violence sexuelle peut être considérée comme une urgence médico-judiciaire, comme elle peut ne pas l'être. Quand est-ce qu'elle est considérée comme une urgence médico-judiciaire? Si le délai écoulé entre l'agression et la prise en charge ne dépasse pas les 72 heures. Donc, avant 72 heures, il s'agit d'une urgence médico-judiciaire. Au-delà d'une semaine, voire au-delà de ces 72 heures, voire 5 jours, c'est en rapport avec la durée de survie du spermatozoïde dans l'orifice vaginal. Parce que dans la littérature, en général, on parle de 72 heures, mais certains auteurs parlent d'un délai qui peut aller jusqu'à 5 jours dans l'orifice vaginal. C'est par rapport à ce délai qu'on puisse définir l'urgence. Si c'est inférieur à 72 heures, Thomas, vous admettez que le délai est de 72 heures de survie. Donc, avant 72 heures, c'est une urgence médico-judiciaire. Après les 72 heures, il ne s'agit pas d'urgence médico-judiciaire où un examen peut être retardé et encore. Donc, ce que vous devez savoir, que l'accueil est une étape importante dans la prise en charge. C'est l'étape la plus importante. Où elle est parce que tout simplement à partir de la qualité de l'accueil, où la victime ait une idée sur les suites médicales et judiciaires. Et du coup, la victime doit être reçue dans le cadre, dans une structure spécialisée, et non pas avec les autres victimes. Elle doit se sentir rassurée, en confiance, pour qu'elle puisse s'exprimer et parler. L'idée, c'est quoi? Il ne faut pas qu'elle vive sa prise en charge comme étant un autre traumatisme. Rappelez-vous que la violence sexuelle est un traumatisme déshumanisant. Elle doit être reçue de préférence en tête-à-tête avec le médecin ou en présence d'une tierce personne. Là, à la réception et non pas l'examen clinique. La réception de préférence en tête-à-tête avec le médecin. Mais parfois, elle demande qu'elle soit accompagnée. J'insiste sur un élément important pour les gens qui seront amenés à prendre en charge les victimes de violences sexuelles, c'est le respect des différents principes éthiques et déontologiques, notamment le respect de la dignité humaine et le respect de la confidentialité. L'entretien doit répondre à plusieurs questions. L'entretien, il est important parce que tout simplement, il va guider l'examen clinique et également guider les examens complémentaires. Je m'arrête à guider l'examen clinique. À partir de l'entretien, on aura des informations concernant les circonstances de production, concernant la nature de la violence sexuelle. Guider l'examen clinique, ça veut dire que si la victime rapporte maintenant une pénétration pénienne anale, je dirais que ça ne sert à rien de lui faire un examen gynécologique. Maintenant, si le délai dépasse les 5 jours ou les 7 jours, ça ne sert à rien de lui faire des prélèvements à la recherche de spermatozoïdes. Vous voyez, quand je dis que l'entretien guide l'examen clinique et les prélèvements, c'est par rapport à ça. D'où l'importance de répertorier les circonstances de la VS, notamment le délai. La circonstance, ça veut dire est-ce qu'il y a violence associée
Est-ce que ce sont des violences physiques ou là plutôt une soumission chimique ou là plutôt une violence verbale? Le délai écoulé est très important à préciser entre l'agression et la prise en charge médico-légale. On doit décrire la violence sexuelle, c'est-à-dire on doit poser des questions à la victime pour avoir une idée sur la nature de la violence. La nature. Est-ce que ce sont des attouchements? Est-ce qu'il y a une pénétration? Pénétration, est-ce qu'elle est anale, vaginale? Est-ce qu'il y a eu utilisation de préservatif ou pas? Etc., etc. On doit également se renseigner sur les antécédents pathologiques parce que certains antécédents peuvent interférer avec les résultats de l'examen clinique. Maintenant, une candidose de la vulve. Une candidose de la vulve peut fausser les résultats de l'examen et peut induire en erreur l'examinateur qui pourrait prendre la candidose comme étant une lésion de violence. Également, on doit se renseigner sur l'état de puberté de l'enfant, surtout l'enfant de sexe féminin, pour dépister une grossesse et évaluer le retentissement somatique et psychique. Des questions? C'est clair, docteur. Ok. C'est clair, docteur. Non. Tant mieux. Merci, c'est clair. Ça aide, tant mieux. On passe maintenant à l'examen clinique. Là, à l'examen clinique, on dit qu'il est souhaitable que l'examen soit fait en présence d'une tierce personne, en général l'infirmière, la secrétaire. Là, au niveau du CHU, on n'a pas de problème. Donc, il y a le résident, il y a l'interne, en temps normal, bien sûr, donc les internes sont confinés. Voilà, parce que tout simplement, c'est rassurant pour la victime. C'est souvent rassurant d'avoir une tierce personne et également c'est rassurant pour le médecin examinateur pour éviter une éventuelle fausse allégation, une éventuelle fausse accusation. On commence toujours par un examen somatique général. L'examen somatique général a trois objectifs principaux. D'abord, il doit rechercher des lésions de violence apparentes sur le corps. Ces lésions peuvent siéger dans n'importe quelle partie du corps. En fait, la topographie de ces lésions a une connotation médico-légale. Et cette topographie est importante en matière d'interprétation médico-légale. Il y a certaines régions sur le plan médico-légal qui témoignent d'attaques. D'ailleurs, on l'appelle zone d'attaque. Les zones d'attaque, attaque, ça veut dire qu'il y a une agression, qu'il y a un acte fait par l'auteur. Attaque, ça veut dire qu'il lui a donné des coups. Attaque, ça veut dire qu'il a, par exemple, lui a ligoté les mains. Il y a des prises. Donc, les zones d'attaque, en général, c'est le visage, notamment la région péribuccale, parce que l'auteur essaie d'étouffer sa victime, de lui fermer sa bouche pour qu'elle ne crie pas. Donc, comme la région péribuccale, en général, les joues, la région péribuccale, vous avez également le cou, sa face antérieure, parce que l'auteur tient sa victime par le cou pour essayer de l'étouffer. Vous avez également au niveau de la région thoracique, au niveau des seins, l'auteur donne des coups à sa victime pour la contenir. Parfois, on trouve des sillons de ligotage au niveau des poignets. Parfois aussi, on les trouve au niveau des chevilles. Toujours dans les zones d'attaque, on a la région pelvienne. L'auteur donne des coups au niveau du ventre, au niveau de l'abdomen, le bas abdomen. Et aussi, vous avez la face interne des cuisses. Et donc, les zones, des zones d'attaque qui ont une connotation médico-légale et importante dans l'interprétation médico-légale. Et certaines régions également sont appelées sur le plan médico-légal de défense ou là de parade. Quand on se défend, on fait comme ça. Donc, les lésions de défense, c'est surtout les bords cubitaux des avant-bras, également les mains. En général, c'est les membres supérieurs, surtout les avant-bras et les mains, appelées les zones de défense. Ces lésions de violence peuvent être variables. Il peut s'agir d'échymoses, d'hématomes, d'excoriations en coup d'ongle, d'égratignures, d'abrasions, de plaies superficielles, contuses. Parfois même, il peut s'agir de violences graves, mortelles, et c'est le cas de crimes sadiques. Dans l'examen général également, le médecin doit évaluer l'état de conscience de la victime. Où elle est, à votre avis? Allez, je réponds. Voilà, c'est parce que pour dépister une éventuelle soumission chimique. Aussi, la soumission chimique.
La soumission chimique, c'est l'administration d'une substance psychoactive à l'insu de la victime, à des fins délictuelles ou criminelles. Ici, dans le viol et dans les agressions sexuelles, certaines molécules sont utilisées. Certaines même sont appelées drogues de violeurs, telles que le GHB. Donc, s'il y a une histoire de soumission chimique alléguée par la victime, ok, on va faire le dosage interne, le prélèvement de chloroforme. Mais s'il n'y a pas d'allégation, on doit évaluer l'état de conscience. Troisième élément, dans l'examen général, et surtout quand la victime est mineure, donc un enfant, il faut évaluer le développement saturo-pondéral. Voilà, parce qu'un signe indirect d'un abus sexuel répété et caché chez l'enfant, c'est le retard staturo-pondéral. Pas de questions? Pas de questions? Non, docteur. Ça, je continue. On passe maintenant à l'examen physique. L'examen physique comporte un examen gynécologique et un examen proctologique. L'examen gynécologique dépend de l'âge de la victime. Chez l'adolescente et la jeune femme adulte, l'examen se fait en position gynécologique, comme vous voyez dans cette image. L'examinateur commence par une inspection de la vulve, donc des grandes lèvres, des petites lèvres, de la région clitoridienne et également du périnée. Et après une légère traction des grandes lèvres et un léger écartement, il va pouvoir examiner la membrane hyménale. C'est quoi la membrane hyménale? L'hymen, c'est une membrane qui est insérée dans l'orifice vaginal. L'hymen et une membrane comporte deux bords. Un bord adhérent à quoi? À la membrane vaginale, et un bord libre qui va délimiter l'orifice hyménal à travers lequel il y a issu des menstruations. Bon, je n'ai pas voulu mettre des photos pour des raisons éthiques et déontologiques, mais Inch'Allah, après la reprise, donc après le 22, Inch'Allah, le 22 août, donc après la reprise présentielle, on fera, Inch'Allah, une séance de révision et je vais essayer de vous montrer des photos très intéressantes pour mieux visualiser les choses et pour mieux fixer les idées. Donc, l'examinateur, avec une légère traction des grandes lèvres et un léger écartement, il va pouvoir examiner l'orifice vaginal pour visualiser l'hymen. L'hymen, c'est une membrane qui a deux bords, un bord adhérent et un bord libre. Le bord libre, il va limiter l'orifice hyménal à travers lequel il y a issu des menstruations. Cet examen est facilité par la sonde à ballonnet. Comme vous voyez dans la figure B, la sonde à ballonnet permet de mieux visualiser la membrane hyménale. Il s'agit d'un hymen semi-linéaire, comme vous voyez, avec un bord libre intact. Chez la petite fille, on utilise la position dite de grenouille. Grenouille, la petite fille, soit elle est assise sur la personne accompagnatrice ou seule sur le lit, en général décubitus dorsal, membre inférieur écarté et les pieds, les plantes des pieds se touchent. Avec un léger écartement des grandes lèvres, on peut visualiser la vulve. Il est nécessaire, dans tous les cas, de préciser la forme de l'hymen et l'aspect de son bord libre. Les lésions pouvant être rencontrées à l'examen gynécologique peuvent être externes ou orificielles. Externes, siège au niveau des grandes lèvres, ou là les petites lèvres, ou là la région clitoridienne, ou là le périnée. Orificielles, des lésions hyménales. Les lésions sont soit c'est des lésions hyménales, soit c'est des lésions des grandes et petites lèvres, soit des lésions de la fourchette, soit lésions de la vulve et du vagin. Pour les lésions hyménales, la lésion la plus fréquente qu'on doit tous connaître, c'est la déchirure. La déchirure, c'est quoi? C'est une coupure. Regardez, c'est comme ça. La membrane, une coupure, comme ça. Ça, c'est une déchirure hyménale. La déchirure hyménale, elle peut être récente comme elle peut être ancienne. Quelle est la différence entre ces deux
forme évolutive, la déchirure récente, c'est bord. Ah, les bords. Quand je dis bord, c'est ça. C'est ça. Les bords. Les bords sont tuméfiés, sont rouges, sont saignants. Échymotiers. L'évolution cicatricielle, elle se fait entre 8 à 15 jours. À partir de 15 jours, il y a cicatrisation. Et on parle de déchirure ancienne. La différence, la déchirure ancienne, les bords taha sont sinueux, ils sont atrophiés et recouverts par une muqueuse rose, semblable aux muqueuses voisines. La particularité de la chirurgie humaine, c'est que la cicatrisation, elle se fait sans affrontement des bords, plutôt séparément. Il y a une cicatrisation, mais séparément. J'espère que vous voyez. Contrairement à une plaie cutanée, où il y a la cicatrisation avec affrontement des berges. Pour les lésions des grandes et petites lèvres, elles sont variables, des érosions, des échymoses, j'en passe, vous avez tout dans le cours. Pour les lésions de la fourchette aussi, lésions de la vulve et du vagin. Un agent sur un élément important, c'est la présence d'infections, notamment les vulvovaginites avec une IST associée, notamment le gonocoque. Elle a une connotation médico-légale, c'est un signe de violence sexuelle. J'en passe. À noter que la défloration médico-légale correspond à une interruption complète. Je veux dire complète. Une déchirure complète. La déchirure, elle peut être complète comme elle peut être incomplète. Elle est complète quand elle atteint le bord adhérent. Donc, elle va du bord libre jusqu'au bord adhérent. Si la déchirure ou la coupure n'atteint pas le bord adhérent, on parle de déchirure incomplète. L'examen gynécologique peut être associé à un examen endovaginal, bien sûr, au spéculant. Là, c'est le cas au cas. L'examen au spéculum, il est important pour visualiser la paroi des organes génitaux internes. Donc, la paroi vaginale, le col utérin, les cubes de sac, à la recherche de sang, d'échymose, de sperme, etc. Et j'en passe. L'examen proctologique, il se limite à un examen de la marge anale, à la recherche de lésions de violence, d'érosion, d'échymose, de plaies, de marisque, de condylome anal, et il est associé à un toucher rectal pour évaluer la tonicité du sphincter anal, pour pouvoir dire après qu'il s'agit d'une béance anale qui est la conséquence d'une béance anale. Et la béance anale, elle a une connotation médico-légale, elle est la conséquence d'actes contre nature répétés. Après l'examen physique, on passe à la prise en charge psychologique. La prise en charge psychologique, elle est indispensable et systématique. Là, au niveau du service de médecine légale, chaque victime de violence sexuelle est systématiquement vue par la psychologue. Parce que pour nous et pour la corporation des médecins légistes, une victime de violence sexuelle est d'abord une victime d'un traumatisme psychologique avant qu'il soit physique. Donc, le retentissement psychologique, il est quasi constant. Les symptômes peuvent être sévères. Les plus importants et les plus souvent rencontrés sont la crainte, l'anxiété, la colère, le retrait, les troubles du sommeil. Et j'en passe. Chez l'enfant, il y a quelques signes qui peuvent évoquer une histoire d'abus sexuels dans le passé. Une précocité sexuelle chez un enfant, c'est un signe suspect. Les préoccupations sexuelles chez un enfant également sont suspectes et font évoquer un abus sexuel. Les difficultés scolaires sans aucune raison aussi sont suspects et doivent être pris au sérieux. Questions? Non? Vous avez des questions? Non. سمحوا لي نشرح فيها. سمحوا لي. Désolé. Passons maintenant aux examens complémentaires devant être réalisés. En effet, les examens complémentaires peuvent être divisés en deux grands chapitres, en deux grands groupes. En fait, ce partage dépend du but ou là de l'objectif de ce prélèvement. Il y a les prélèvements qui sont à visée judiciaire et il y a les prélèvements qui sont à visée médicale. Le premier groupe, c'est-à-dire les prélèvements à visée judiciaire, leur intérêt, c'est la documentation des enquêteurs. Une documentation des enquêteurs, donc ce sont des éléments importants dans l'enquête judiciaire. Le premier prélèvement, c'est les écouvillonnages à la recherche de spermatozoïdes. C'est des prélèvements locaux, étalement sur l'âme et études, bien sûr, sous microscope. Comme deuxième
types de prélèvements, ce sont la recherche de soumission chimique. Comme je l'ai défini tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a des drogues qui sont réputées de violeurs, appelées couramment la drogue qui a le GHB, par exemple, appelée la drogue du violeur. Il y a le rohypnol. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des prélèvements sanguins, on fait des prélèvements urinaires. Le prélèvement sanguin, c'est surtout pour l'alcoolémie et pour les stupéfiants, pour les psychotropes et aussi urinaire, comme l'ecstasy, le cannabis, ou comme surtout GHB. Et enfin, comme le prélèvement de certains indices pour une éventuelle identification génétique de l'agresseur par l'analyse de l'ADN. Pour le deuxième groupe de prélèvements, qui sont les prélèvements à visée médicale, comme son nom l'indique, leur but, c'est quoi? C'est une prise en charge médicale, donc dépister les complications immédiates, notamment les infections sexuellement transmissibles et l'état de grossesse. Donc, faire un test de grossesse, soit urinaire ou la sanguin, la recherche d'IST, vous avez tout dans le cours. C'est des prélèvements soit locaux, soit des prélèvements sanguins. Un comme le gonocoque, un comme le chlamydia, et j'en passe, bien sûr, HIV, etc., etc. Pas de question. Pour les traitements, le traitement, le médecin, bien sûr, qui prend en charge les victimes de violences sexuelles, doit, si il estime qu'il y a un risque d'être contaminé par une IST, doit prévenir les IST. Si je parle, par exemple, du sida, il doit mettre en route le TPE, le traitement post-exposition, donc la trithérapie antirétrovirale, bien sûr, après avoir pris contact avec le médecin référent des maladies infectieuses. Vous avez en tout cas dans le cours tous les traitements des différentes infections sexuellement transmissibles, telles que l'hépatite, etc. Le médecin également doit remédier à un état de grossesse en prescrivant la pilule du lendemain dans un délai qui ne dépasse pas les 72 heures. Bien sûr, s'il y a un risque, si les données de l'interrogatoire et les données de l'examen clinique font penser à une grossesse. Il y a également les autres traitements qui dépendent de la situation. Là, parfois, on trouve d'importantes lésions qui nécessitent une hospitalisation, une prise en charge pluridisciplinaire, hospitalisation, chirurgie, réa, etc., etc. Enfin, le médecin prenant en charge une victime de violence sexuelle doit rédiger un rapport médico-légal. Ce rapport est un avis technique, mais ayant un intérêt judiciaire. Ce rapport comporte 5 étapes différentes. La première étape, c'est les commémoratifs. Les commémoratifs, ce sont les données de l'entretien avec la victime. Donc, dans cette première partie, on va trouver les circonstances de la violence sexuelle ainsi que sa nature. La deuxième partie comporte les doléances. Quand on dit doléances, ça veut dire c'est les souffrances. Est-ce que c'est des douleurs physiques ou des douleurs morales? Est-ce qu'il y a des troubles du sommeil? Est-ce qu'elle a mal dans le ventre, etc., etc. La troisième partie, c'est les résultats de l'examen clinique. Il s'agit ici de mettre en exergue les signes positifs, donc les constatations positives objectivées à l'examen et également les signes négatifs. La quatrième partie du rapport, ce sont les prélèvements effectués et également leurs résultats. Il s'agit ici de laisser une traçabilité aux différents actes entrepris. Et enfin, la dernière partie du rapport médico-légal, c'est la conclusion. Le médecin doit émettre un avis et doit surtout évaluer la compatibilité entre les données de l'interrogatoire et les données de l'examen clinique. En général, dans nos rapports, on se prononce sur la compatibilité des dires avec les constatations. On dira que, par exemple, l'examen de l'hymen ou l'examen, les données de l'examen vaginal ou hyménal excluent tout type de pénétration. Par exemple, un hymen intact chez une fillette de 6 ans. Elle a été victime de pénétration pénienne vaginale. Vous examinez une fillette de 6 ans, vous trouvez un hymen intact. Pour vous, s'il y a une pénétration pénienne commise par un adulte sur une fillette de 6 ans, la pénétration, elle laisse des dégâts physiques, des déchirures hyménales, des déchirures et lacérations du vagin, des grandes lèvres, voire même le périnée.